Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau cours de coréen. Aujourd'hui, nous allons voir le nom des pays. Comment est-ce que ça va se passer? Je vous ai concocté un petit tour du monde et pendant ce tour du monde, on va voir plein de pays qui seront sur notre chemin. Alors évidemment, j'ai pas pu prendre tous les pays tout simplement parce qu'il y en a trop, mais j'ai essayé de prendre un maximum de pays tout en essayant d'avoir le maximum de pays francophones. Allez hop, c'est parti. Tout d'abord, le premier truc à savoir, c'est que les pays, enfin un pays en coréen, ça se dit nara. On peut aussi trouver le mot 국가. 국가, ça veut dire un état. Aussi dans les mots composés, on va pouvoir retrouver juste le petit cook. Pareil que dans 국가, mais là on aura juste le cook à la fin. Alors notre premier pays, ça sera le Portugal. Donc en Europe, Europe en coréen, et le Portugal se dira Portugal. L'Espagne, Spain. Alors pour l'Espagne, comme vous le voyez, Spain, ça vient de l'anglais. Pour la majorité des mots, ça viendra de l'anglais, donc quand ce sera le cas, je vous dirai rien. Et si c'est un mot qui vient d'une autre langue que l'anglais, dans ce cas-là, je vous donnerai le détail pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. La France, Hollandse, la Belgique, Belgique. Alors justement, la Belgique, si vous reconnaissez pas le mot, c'est normal, c'est parce que Belgique, ça vient ni du français, ni de l'anglais, ni que sais-je, en fait, ça vient du néerlandais, l'autre langue de la Belgique. Et c'est comme ça qu'on dit la Belgique en néerlandais. Puisqu'on parle du néerlandais, on va voir aussi les Pays-Bas, Nederlande, l'Allemagne, Tokil. Alors Tokil, c'est pareil. Là, vous n'arrivez pas trop à reconnaître, ça ressemble ni au mot anglais, Germany, ni au mot allemand, Deutsch. Alors d'où est-ce que ça vient? En fait, Tokil, le cas est un peu particulier, puisque l'Allemagne, ça a été un des pays qui a été connu très tôt par les pays d'Asie de l'Est. Les pays d'Asie de l'Est, le Japon, la Chine et la Corée. Alors en fait, à l'époque, en Chine et en Corée, ils ont eu l'idée d'utiliser des caractères chinois pour désigner l'Allemagne, et comme à cette époque, les Coréens ne prenaient pas les mots en anglais pour décrire l'extérieur du monde, et bien ils ont juste repris ces caractères chinois et japonais, et ils les ont prononcés à leur manière. C'est ce qui donne Tokil. Alors en japonais, ça y ressemble un petit peu plus, puisque en japonais, le mot c'est Doitsu, mais eux, les Coréens, en le prononçant à leur manière, ça donne Tokil. On va pas trop se poser la question, et on garde juste à l'idée que Allemagne, c'est Tokil. La Pologne, avec Pollande, ça vient de l'anglais, pas de souci. La Suède, Sweden. La Grande-Bretagne, Yongguk. Et l'Angleterre, England. Alors, Yongguk, il est un peu spécial, pourquoi? Parce qu'en fait, Yongguk, c'est pareil que pour l'Allemagne. Ça vient d'un mot du chinois de base, donc les Chinois à l'époque ont décidé de prendre un caractère spécial pour désigner la Grande-Bretagne, et à côté de ce caractère, donc Yong, ils ont décidé de poser le mot pays, le pays de la Grande-Bretagne. Ça vient du chinois, ça vient du chinois à la base, et là, ici, on a Guk, qui veut dire pays, et Yong, qui a été le mot pour symboliser l'Angleterre. Alors, de toute façon, maintenant, on n'utilise plus les caractères chinois en coréen, mais voilà, l'histoire de ce mot-là vient de là de base. Donc, Yongguk. Puisqu'on parle de la Bretagne, on a aussi la Bretagne, Bretagne. Ensuite, la Suisse, Suisse. Italie, italien. Grèce, Greece. Turquie avec Türkiye. Alors, comme vous le savez sûrement, la Turquie a changé son nom il n'y a pas très longtemps. Le mot coréen reflète ce changement de nom qui ressemble plus au nom Turquie tel qu'il est présent dans la langue turque, Türkiye. L'Égypte, Égypte. Donc là, on passe en Afrique du Nord. Donc l'Afrique du Nord se dit Bougapelika. Pourquoi? Tout simplement parce que Boug, ça veut dire le Nord, et Apelika, ça veut dire l'Afrique. Donc Bougapelika, l'Afrique du Nord. La Tunisie, Tunisie. L'Algérie, Algérie. Maroc, Morocco. Ensuite, nous arrivons à l'Afrique de l'Ouest. L'Ouest se dit So, donc Afrique de l'Ouest, Soapelika. Bon, ça, c'est un mot de vocabulaire, je vous le donne à titre indicatif. Il y a très peu de chances que vous l'utilisiez dans la vie de tous les jours. Mais je vous le donne quand même. Donc So, qui veut dire l'Ouest. Ça, il faudra l'apprendre. Le Sénégal, donc Sénégal. Le Mali, Mali. La Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Nigeria, Nigeria. Congo, Congo. Alors là, pour le Congo, en fait, je vous ai mis les deux, tout simplement parce qu'on va pas s'embêter à dire République démocratique 2 ou juste République. On garde juste Congo. Si vous voulez le dire, il existe des mots spécifiques, mais je pense qu'on dit juste Congo, et ça ira très bien comme ça. L'Afrique du Sud, Namapelika. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, bon là c'est le nom du pays, mais on reprend le même système, avec Nam qui veut dire le Sud, et Apelika derrière. On remonte vers Madagascar, avec Madagascar, Éthiopie, Ethiopia, Saudi Arabia, Arabie Saoudite, l'Iran avec Iran, l'Inde avec Indo. Alors comme vous le voyez au-dessus, on est en Asie du Sud, donc comment est-ce que ça se présente? On a le Sud, Nam, et Asie, Asia. Alors il existe un mot un peu plus traditionnel pour dire l'Asie, mais Asia c'est très répandu en coréen, et le mot est tout à fait correct. Thaïlande, Taeguk ou Thaï. Alors en fait, on a deux manières différentes de le dire. On a la manière plus traditionnelle avec Tae, qui était l'ancien nom de la Thaïlande en chinois, avec Kuk derrière qui veut dire pays. Et ensuite, on a juste le mot plus courant maintenant, juste Thaï pour la Thaïlande.
Les deux sont tout à fait utilisables, il n'y a pas vraiment à s'embêter. Le Vietnam, Vietnam, ça vient de l'anglais. L'Indonésie, Indonesia. Philippines, Philippines. La Chine, là on arrive sur des pays qui sont proches de la Corée, qui sont connus par les Coréens depuis bien longtemps, donc les règles sont un petit peu différentes. Alors en fait pour la Chine, le nom de la Chine en coréen vient des caractères chinois tels qu'ils étaient utilisés en Chine pour décrire la Chine, mais prononcés à la manière coréenne. Donc ces caractères, je vais vous les expliquer, il n'y a absolument pas besoin de les apprendre, mais c'est toujours bon pour votre culture de savoir comment ça se présente. Alors pour la Chine, qu'est-ce qu'on a? Le premier caractère c'est Chung. Chung ça veut dire le milieu, et le deuxième caractère, c'est Kuk, ça on l'a déjà vu au préalable, ça veut dire pays. Et donc en fait, si on regarde bien, Chungguk, ça veut dire le pays du milieu, l'empire du milieu. Et c'est comme ça qu'on dit la Chine en coréen, et aussi en français quand on veut parler un petit peu plus poétiquement. Alors ces caractères chinois, je vous rassure, ils sont plus du tout utilisés, je vous les donne juste pour vous donner un petit peu plus de contexte et de culture générale. Puisqu'on parle de la Chine, on a aussi deux autres endroits très importants, qui sont Hong Kong avec Hong Kong, et Taïwan, Taïwan. Là, on arrive à l'un des pays que vous attendez tous, j'espère, la Corée du Sud. Donc la Corée du Sud, c'est Hanguk. Aussi, il y avait des caractères chinois à la base, donc Hanguk, qu'est-ce que c'est? Han, c'est comme ça que le peuple coréen s'appelle lui-même, et Guk, Guk, ça veut dire le pays. Donc Hanguk, c'est le pays des Han. Attention, là c'est Han, le peuple coréen, à pas confondre avec les Han en Chine qui sont autre chose. C'est pas la même chose du tout, mais pour l'idée de la création du mot, c'est bien comme ça que ça se fait. Aussi, vous avez dû remarquer que depuis tout à l'heure, en bas de la page, je vous mets toujours des petites parenthèses avec des trucs un petit peu en grisé en dessous. Alors ça, c'est comme ça que ça se dit en Corée du Nord. Bon, ça en vrai, on s'en fout un peu, il y a très peu de chances que vous les utilisiez, mais je vous les donne quand même à titre indicatif. Par contre, dans le cas de la Corée du Sud, je pense que c'est vraiment important de parler un petit peu plus de ça. En fait, en Corée du Nord et en Corée du Sud, ils vont avoir deux manières différentes de s'appeler l'un l'autre. La Corée du Sud va s'appeler Hanguk, elle-même, et la Corée du Nord va s'appeler Choson, elle-même. Ce qui fait que si par exemple la Corée du Nord veut parler de la Corée du Sud, eh ben elle va dire Nam Choson, c'est-à-dire les Choson du Sud. Et oui, on reprend Sud qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est pareil pour la Corée du Nord. En Corée du Nord, ils s'appellent eux-mêmes Choson. Mais en Corée du Sud, comment est-ce qu'ils font? Eh ben la Corée du Nord, ils les appellent la Corée du Nord. Donc ça donnera Bukhan. Et oui, avec Buk, le Nord comme on l'a vu, et Han qui veut dire la Corée. Donc Bukhan, Corée du Nord, vous avez bien compris. En fait, on a 4 mots à apprendre. On a comment est-ce qu'on dit Corée du Sud en Corée du Sud et en Corée du Nord, comment est-ce qu'on dit Corée du Nord en Corée du Nord et en Corée du Sud. Sauf que, comme vous l'avez remarqué, en fait, c'est très simple. Il y a juste à reprendre deux trucs de base et à rajouter soit Nord, soit Sud. Aussi, pourquoi est-ce que la Corée du Nord s'appelle Choson en coréen du Nord? En fait, il faut savoir qu'avant la guerre et l'annexion par le Japon, la dernière dynastie présente en Corée, c'était la dynastie Choson. Ce qui s'est passé après la guerre, après l'indépendance face au Japon, il y a eu séparation des deux Corées. La Corée du Sud a décidé de s'appeler Hanguk, mais la Corée du Nord, en fait, ils ont décidé de garder le nom de l'ancienne dynastie qui était présente en Corée, donc Choson. Et c'est pour ça qu'on a deux noms différents maintenant. Mais vous avez bien compris que de toute manière, qu'on soit au nord ou au sud, il n'y a que quelques différences minimes dans la langue. La langue coréenne reste la même, peu importe la frontière. On part sur un autre pays d'Asie bien connu, qui est le Japon. Ilbon, pareil, ça vient de caractères chinois à la base. Là, si on regarde les caractères chinois, qu'est-ce qu'on a? On a Il qui veut dire le soleil, et Pon qui veut dire l'origine. Donc ça, c'est la manière dont les Coréens lisent ces caractères. Mais voilà, en fait, si on regarde bien, ça veut dire le pays de l'origine du soleil. Et c'est comme ça qu'on dit aussi le pays du soleil levant. D'ailleurs, puisqu'on parle des noms un petit peu plus poétiques des pays, je vais revenir sur la Corée du Sud, en fait. Le nom un petit peu poétique de la Corée du Sud, ça sera le pays du matin calme. Mongol, donc la Mongolie. Ça vient tout simplement du nom du peuple mongol. On repart un petit peu plus au nord avec la Russie, l'Orchien, et puisqu'on est en Russie, je vous donne un autre mot très important, qui est la Sibérie avec Sibéria. Le Canada avec Canada, donc Bogamerica. Bogamerica, c'est Amérique du Nord, vous avez compris comment est-ce que le mot se forme. Alors, pourquoi Canada et pas Canada? Tout simplement parce qu'en anglais, on dit Canada, et ça ressemble beaucoup plus avec un « e » qu'un « a » au début, donc Canada. Puisqu'on parle du Canada, on va parler d'une province canadienne où il y a beaucoup de francophones, donc c'est pour ça que je vous la donne, elle est plutôt importante, avec Québec. Québec. Québec, il y a deux manières différentes de l'avoir. On a la version qui vient de l'anglais, donc Québec, et aussi la version qui vient du français avec québécois. Bon, les deux manières sont à peu près équivalentes. Il me semble que la version la plus officielle, c'est quand même la version qui vient de l'anglais. Mais vous pouvez apprendre les deux. Maintenant, les États-Unis, avec Migouk. Migouk, c'est pareil, c'est un pays qui a été connu depuis très longtemps par les gens en Asie de l'Est, et donc son nom vient de caractères chinois qui étaient utilisés. Si on regarde les caractères, comment est-ce que c'est fabriqué? On a Mi, qui veut dire la beauté, et on retrouve le même coup que tout à l'heure, qui veut dire le pays. Vous voyez, c'est très simple. Donc les États-Unis, c'est le pays de la beauté, le pays de la magnificence. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ces caractères, mais on n'a absolument pas besoin de les apprendre,
Je reviendrai un petit peu dessus pour savoir dans quel cas rare est-ce qu'ils sont utilisés, mais de nos jours, plus personne n'utilise les caractères chinois. Ne vous inquiétez pas, on n'utilise que les hangul. On descend un petit peu plus au sud avec le Mexique, Mexico, le Brésil, Brésil, l'Argentine, Argentina. Alors, Argentina, bon, vous l'entendez sûrement, cette fois-ci, ça vient pas de l'anglais, ça vient de l'espagnol. Ça reste quand même facile à apprendre, du moment qu'on connaît le mot en espagnol. Enfin, on va passer au pôle, avec l'Antarctique et l'Arctique. Alors, comment est-ce que ces mots-là sont constitués? Très simplement, on prend Guk, qui veut dire l'extrême, le pôle, et devant, on colle soit Nam, qui veut dire le sud pour former le pôle sud, l'Antarctique, soit Buk, qui veut dire le nord, pour fabriquer le pôle nord ou l'Arctique. Donc, Nam Guk et Buk Guk. En avant-dernier, nous avons l'Australie, Hotu. Hotu, c'est pareil, hein, le nom de base venait de caractères chinois, qui sont plus du tout utilisés aujourd'hui, mais les Coréens préfèrent quand même appeler l'Australie Hotu, tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide et facile à lire que Australia. La Nouvelle-Zélande, New Zealand. À partir de maintenant, on va voir en détail comment fabriquer les nationalités et les langues. Pour ça, ça va être très simple. On va prendre le nom du pays en question, suivi du mot pour dire une personne, ou du mot pour dire une langue. Alors les mots sont ici. Pourquoi est-ce qu'en fait, il y en a deux? On va avoir sur la gauche le mot coréen de base tel qu'il est, pour dire une personne, une langue, etc. Et à droite, on va avoir des petits mots mais qui sont d'origine chinoise. Alors comment est-ce que ça va se fabriquer? Tout ça, ça va être très simple. Si on prend une personne et qu'on met ça à côté, bah ça veut dire une personne du pays en question. Par exemple, Purangse Salam, bon, une personne de France, ça veut dire un français, c'est normal. Mais on peut aussi prendre in, on collera juste à côté, et là en fait, on va former un nouveau mot. On va former Purangse in, donc là c'est pas juste Purangse avec in à côté, c'est vraiment un nouveau mot. Dans le dictionnaire, on pourra le trouver tel quel, et ça formera un français. Les deux manières sont équivalentes, hein. Que vous disiez Purangse Salam ou Purangse in, ça sera la même chose, il n'y a pas à s'embêter là-dessus. Pour mal et en, c'est exactement le même principe. On pourra mettre mal, bon, pour un mot normal et dire une langue d'un certain pays, mais on pourra aussi mettre o pour former le nouveau mot qui sera la langue du pays en question. Regardez, si je dis Hangul, ça sera la langue de Corée, alors que si je dis Hangugo, ça sera le coréen. Mais les deux s'utilisent, puisque même en français, les deux veulent dire la même chose. À droite, je vous ai mis une petite indication sur la réécriture en chinois, mais ça, en vrai, on s'en fout. C'est uniquement un titre indicatif, jamais je vous demanderai de les apprendre. Donc, comment est-ce que ces petits mots s'utilisent? Regardez, si on a Hanguk, la Corée, et qu'on met Salam à côté, on va former une personne de Corée, donc un coréen. Mais on peut aussi former le mot coréen tout seul tel qu'il est, avec Hangukin. C'est pareil. Les deux veulent dire exactement la même chose. Pour mal et en, c'est le même principe, regardez. Si on met Hanguk avec mal, on forme Hangul, petite règle de particularité de prononciation avec le kiok qui devient ion, donc Hangul ou Hangugo. Les deux veulent dire pareil. Maintenant, si on reprend l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec la France, on peut former Purangse Salam, donc une personne de France, un français, ou Purangse in, un français. Pour la langue, alors en fait, mal, on va juste l'utiliser pour la Corée. Le reste du temps, pour les langues étrangères, on va utiliser o. Donc, pour les autres, vous gardez juste à l'esprit que c'est o qu'il faut retenir. Donc par exemple, la langue française, on pourra la dire Purangse o, et ça marchera très bien comme ça. Purangse mal, ça serait un petit peu bizarre à entendre. On garde o pour les mots vraiment étrangers. Par exemple, pour le japonais. Le Japon, on a vu que c'était Ilpon, donc la langue japonaise, ça sera Ilpono. On a vu que le Royaume-Uni, c'était Yongguk. L'anglais, donc, Yongugo. Juste là, on va pas mettre le guk, pourquoi? Tout simplement parce que ça serait trop répétitif. Voilà. Donc, Yongo, puisque Yong désigne déjà l'Angleterre en tant que telle. On va pas s'embêter à rajouter un mot. Donc, Yongo, l'anglais. Maintenant, en espagnol, on peut le dire de deux manières différentes. On peut faire Spainin, donc avec deux fois in normal, parce que d'un côté il y a Spain et in à coller juste derrière, mais on peut aussi faire Spain Salam, c'est pareil, Chungugin ou Chunguk Salam, pour dire un chinois. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est quoi? C'est qu'on peut dire la nationalité avec les deux petits mots qui sont Salam et in, et on peut dire la langue d'un pays en question avec o. Mal, c'est juste pour la langue coréenne. Donc ça, on le met un peu de côté. Et voilà, vous savez former le nom de toutes les langues du monde et le nom de toutes les nationalités du monde. Maintenant, j'espère que ce cours vous a plu, et je vous donne rendez-vous au prochain cours dans lequel on va vraiment commencer à faire nos premières phrases. Aussi, si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez des questions ou des remarques concernant les vidéos, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Ciao!